Je suis le directeur général de Lime en France. Une école de commerce à Lille qui s'appelle l'IESEG. J'ai passé à peu près de 20 à 30 ans, la moitié du temps à l'étranger. J'ai commencé à étudier à Hong Kong, j'ai un peu travaillé en Chine. Ensuite, je suis allé à Berlin pendant un an, ensuite au Maroc, puis en Algérie où j'ai passé 15 mois pour une société où c'était mon premier travail. En fait, c'était une société qui s'appelait Jumia, qui fait partie de Rocket Internet, qui est la première licorne africaine et qui va être le Amazon africain. J'étais en charge de créer la société et les opérations là-bas. Ça a été une expérience très intense parce que faire du e-commerce en Afrique et en Algérie était un véritable challenge dans un pays qui fait 7 fois la taille de la France, où le paiement en carte de crédit est quasiment inexistant et où les systèmes de livraison à domicile n'existaient pas. Et donc, on faisait du paiement à la livraison. Donc, les gens, il fallait leur amener le produit notamment au fond du désert, comme on le faisait au début, pour reprendre l'argent, l'amener à LG et le redonner au vendeur. C'était un vrai challenge. Mais au bout d'un an et demi, on était passé de une personne à plus de 60 personnes et on était le plus gros site de e-commerce du pays. Ensuite, je suis rentré en France pour rejoindre une société qui s'appelait Take It Easy, qui était la première société à faire du food delivery en France, avant Deliveroo, avant Uber Eats. Et c'était une aventure extrêmement intense, parce que c'était le gros sujet du début. C'était encore à l'époque où, quand j'expliquais à mes amis ce que je faisais, je disais c'était Pizza Hut, mais en mieux. Et un an après, je suis chez Take It Easy. Donc c'était très intense. Malheureusement, la société a fait faillite au bout d'un an, parce que on avait levé que 16 millions d'euros, donc Deliveroo et Uber Eats qui avaient au moins 500 millions. Et en fait, on n'a juste pas réussi à rester dans cette bataille, parce que c'est un business model qui était très complexe, où les marges étaient très faibles, et la concurrence avait rendu ces marges négatives. Donc c'était qui avait la plus grande capacité d'investissement, et on l'avait pas. On a fait faillite au bout de 4 ans d'existence, et moi, ça faisait à peu près plus d'un an que je faisais dans la société. Mais ça a été une aventure humaine très forte parce que l'équipe était absolument géniale et on se battait dans la cour des grands mais avec des moyens quasiment inexistants par rapport à Deliveroo ou Uber Eats. Ensuite, j'ai rejoint une société qui s'appelait Gobi Bike, qui était la première société en tant que vice-président Europe, qui était la première société à faire du free floating avec des vélos en Europe, qui a été créé par un Français à Hong Kong, qui a très vite grandi aussi, parce qu'on a levé 9 millions de dollars depuis 3 mois d'existence, notamment auprès de petites sociétés familiales comme Alibaba. Donc c'était très rapide, mais c'est aussi la première société à avoir fait faillite en Europe, alors qu'on a passé 6 mois à se développer dans 3 pays, 8 villes. On était les premiers, on était leaders pendant quelques semaines, quelques mois. Et on s'est rendu compte que la stratégie qui avait été adoptée, qui était de pouvoir mettre le maximum de vélos le plus rapidement possible dans les villes, n'était pas forcément la bonne, parce que ça allait à l'encontre de la qualité du produit. Et malheureusement, les vélos sont fait vite dégradés et on n'avait plus le moyen de pouvoir travailler sur un nouveau modèle de vélo et de pouvoir en déployer de nouveaux. Donc la société a aussi fait faillite. Et par définition, faire 2 fois faillite en 2 ans, quand on a moins de 30 ans, c'est très difficile, personnellement, mais aussi professionnellement, parce qu'on se remet en question, on dit que c'est de la faute, etc. Surtout en France, c'est pas forcément très bien vu. Mais je reste persuadé que ça a été une expérience extrêmement formateur, parce que ça m'apprend énormément, à la fois dans le succès incroyable de ces sociétés, qui faisaient partie quand même des leaders, qui ont créé des choses, on avait plusieurs dizaines, voire centaines d'employés en quelques mois. On apprend beaucoup dans cette phase d'hypercroissance. Quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi ça apprend beaucoup l'humilité, à savoir pouvoir regarder concrètement son business model avec des yeux critiques et pas forcément s'auto-convaincre que ça va fonctionner parce qu'on en a tellement envie, parce qu'on travaille tellement pour que ça fonctionne. Et quand Lime m'a contacté, ce qui est amusant, c'est que j'ai failli ne même pas aller au meeting en me disant le free floating je connais et les trottinettes c'est vrai. Finalement, ce qui m'a convaincu, j'étais la première personne que Lime a dû convaincre en France. Et ce qui m'a convaincu, c'est la force du business model. C'est un business model qui est sain. La force des gens qui créent l'équipe et l'ambition et les valeurs de la société. Et j'ai rejoint la société une semaine plus tard, 4 jours après, on lançait pareil. Ça faisait, alors pour des raisons professionnelles et personnelles, parce que ça faisait 1 an et demi que j'habitais loin de chez moi, dans un pays où la vie quotidienne n'est pas forcément la plus facile. Et les 2 derniers mois, je rentrais en France tous les week-ends pour être avec ma famille, pour être avec mes amis. Ça ne me semblait pas très sain d'habiter dans un pays où j'avais envie de rentrer chez moi, parce que tout simplement, après avoir passé beaucoup de temps à l'étranger, je me suis rendu compte que j'avais un peu trouvé ce que je allais chercher en vivant à l'étranger, l'aventure, la découverte.
mais finalement le plus important c'est être à la maison. J'avais un peu envie de rentrer. Je pense que je repartirai à l'étranger un moment. Je repartirai dans cette aventure, mais là en ce moment, et depuis maintenant 3 ans, 4 ans, je suis ravi d'être à Paris, proche de ma famille, de mes amis. Et après, il y a un côté aussi professionnel. Le côté Internet est une société qui est extrêmement exigeante. Et puis on est entré dans une deuxième phase de la société. Après la création, il fallait pouvoir la gestion. Et si je m'engageais dans cette deuxième phase, c'était encore 1 an et demi là-bas. Et j'avais pas forcément envie de rester encore 1 an et demi, à la fois dans cet endroit et dans cette société. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Techfit. C'est une société de mobilité partagée qui a été créée il y a maintenant 2 ans aux États-Unis, qui propose des vélos électriques, mais aussi des voitures et des trottinettes. Donc on n'est pas une société de trottinettes, on est une société de transport. C'est la société qui a la croissance la plus rapide de l'histoire. On est à peu près 2 fois plus grand que Uber à la même époque. C'est plutôt encourageant. On a levé 475 millions de dollars auprès de Google, Uber, de gros investisseurs internationaux. Et on se développe international depuis maintenant 6-7 mois, avec Paris qui était la première grosse ville internationale dans laquelle on s'est lancé. Et en seulement 6 mois, on a réalisé 3 millions d'utilisations à Paris seulement. Un point qui est très important, c'est que quand on travaille dans une start-up, on est souvent très impliqué dans le projet. Même si j'ai jamais été que simple employé, j'ai jamais créé ma société, j'ai toujours considéré que c'était ma bataille, ma volonté de faire gagner ce projet. Et dans ce cas, tu as tellement envie d'y croire qu'il y a des moments où tu vas jeter un voile pudique sur certains dysfonctionnements. Et notamment chez Techfit, on était persuadé qu'on allait continuer. C'était impossible qu'on meure, on travaillait trop bien, on arrivait à faire des choses vraiment belles avec très peu de moyens. Et c'était impossible qu'on arrête. Et à l'inverse, quand Gobi Bike a commencé à battre de l'aile, j'ai été le premier à mettre le drapeau rouge et me dire écoutez les gars, là ça va pas, et pour telle raison. Et ça nous a permis de pouvoir prendre les dernières actions, notamment de pouvoir récupérer la flotte, de pouvoir trouver des personnes qui pouvaient la reprendre, de recycler les vélos cassés et pouvoir faire des choses de manière assez propre. Alors qu'à chez Techfit, on est parti avec plusieurs millions de dettes, on n'a pas pu payer plusieurs restaurants, plusieurs partenaires, plusieurs coursiers, et ça a créé un véritable drame. Alors qu'on a pu éviter chez Gobi Bike et maintenant chez Lime, le but c'est de pouvoir être en permanence critique en disant ouais je suis en charge du business model, mais il est aussi très important de regarder bien sûr les succès, parce que sinon c'est triste, mais surtout aussi les échecs, de regarder ce qui a amélioré, et c'est en permanence cette capacité à regarder bien sûr ce qui va mais aussi ce qui ne va pas, qui fera que sur le long terme on va gagner. J'ai fait une école de commerce parce que j'ai raté Sciences Po. C'était un peu le grand drame de ma vie pendant les 5 ans d'études. J'étais très bonne partout, sauf en culture générale, je fais un sujet. C'était assez pour ne pas rentrer. Et donc ça a été pour moi hyper difficile, parce que c'était vraiment l'école que je voulais faire. Et finalement, en école de commerce, j'ai appris à apprendre. J'ai surtout... une école de commerce, t'en fais ce que tu veux. Tu vois, il y a celui qui est premier de la classe et celui qui est dernier de promo, il va avoir le même diplôme à la fin. Par contre, c'est tes choix de faire en sorte de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir vraiment essayer d'assimiler ce qu'on dit, de faire partie d'associations comme vous pour pouvoir apprendre, de gérer des projets. Et tu as finalement différents types de personnes qui vont sortir avec le même diplôme. Et pour aller plus loin dans la réponse, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on fait encore hyper attention à ton diplôme et que quand tu as fait une grande école de commerce comme HEC, tu vas avoir certaines portes qui vont être plus facilement s'ouvrir que si tu as fait une école moins prestigieuse ou une fac ou moins prestigieuse, etc. Mais à l'inverse, si tu te débrouilles assez bien, si tu es capable de prendre les risques nécessaires, ta carrière va exploser. Enfin, moi, j'ai pas forcément fait, j'ai pas fait HEC, et par contre, j'embauche des personnes qui ont fait HEC, qui ont fait Sciences Po aujourd'hui, et c'est parce que j'ai aussi pu prendre des risques. Tu vois, à 25 ans, dire je vis vraiment 1 an et demi en Algérie tout seul. Ensuite, j'ai dans des startups hyper risquées, il y en a 2 qui ont fait faillite. C'est un peu la somme de ces risques qui aujourd'hui me permettent d'être directeur général d'une startup qui fonctionne plutôt pas mal à 31 ans. Je vais travailler dans le luxe. J'ai travaillé 6 mois chez LVMH pour une de leurs marques et c'était assez intéressant, mais ça allait pas du tout assez vite. Quand je leur disais écoutez les gars, j'ai 24 ans, moi je veux être patron. Je veux avoir une équipe et je veux le salaire que vous me proposez, moi j'aimerais le tripler avant l'année prochaine. Ils me disaient mais attends Arthur, il faut laisser le temps au temps, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir ta position, tu es dans un grand groupe, c'est de la chance. Et je me suis rendu compte que je ne serais pas du tout heureux là-dedans.
ouais, en effet, il y avait peu de chances que je sois directeur général de l'EMH à 30 ans. Mais par contre, je pouvais avoir cette dimension dans une société beaucoup plus petite et beaucoup plus humble. Mais c'est plus dans cette dynamique où dans ce cas, tu es en charge, tu es responsable de cette équipe, plutôt que d'être un pion dans un énorme groupe. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on les a redéterminés il n'y a pas longtemps. Les premiers mois, c'était vraiment get shit done. On veut arriver à Paris, on ne sait pas encore comment le faire, on ne sait pas comment aller à l'international, on ne sait pas encore comment faire plein de choses à mettre en place, gérer les ressources humaines, etc. Et on va quand même le faire, on y va. Et là, maintenant qu'on devient une société importante, on est 16 pays, on a 400, 500, même 600 employés, ça change tout le temps, j'ai même pas le dernier chiffre en tête, qu'on a redéfini ces valeurs et qui nous appartient aujourd'hui de pouvoir embrasser et de faire représenter chacun en France, mais aussi par exemple à Lyon, le responsable de Lyon, c'est lui qui est responsable de ces valeurs, et de les faire en sorte que chacune personne, même un mécanicien qui travaille dans l'entrepôt, comment on fait en sorte que cette personne soit alignée avec nos valeurs, et ça c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, surtout qu'on est en hyper croissance, donc j'ai beaucoup de mal. On me pose souvent la question de quelle est ma journée type, et j'ai beaucoup de mal à y répondre parce qu'il n'y a pas beaucoup de journées type. C'est en train de se structurer avec tu vois, des réunions avec l'équipe Paris, avec l'équipe Lyon, avec l'équipe France, avec l'équipe à San Francisco, qui sont toujours au même moment, etc. Mais en général, c'est en permanence quelle est l'urgence en fait, du moment. On essaie de ne pas gérer ça au jour le jour, parce que sinon c'est impossible, mais de déterminer sur le mois, sur la semaine, ok, quelle est l'urgence qu'on doit traiter, quels sont les rendez-vous qu'on va se prendre. Par exemple, lundi, on dit que c'est ça l'urgence. Mercredi, on doit se faire un checkpoint, on va déterminer ça, qui sont les principaux points d'urgence. Et mercredi, on va voir tel résultat. Mais aussi, quelque chose que je considère comme étant le plus important dans mon rôle de manager, c'est ce que disait Napoléon, diriger, c'est ne rien faire et ne rien laisser faire. Et derrière le côté un peu mégalo de citer Napoléon, la manière dont je le lis, c'est hyper important de laisser faire les gens. Parce que si tu es embauché et que tu n'es pas capable de laisser faire, c'est que tu as fait un mauvais boulot de recrutement, et là tu es foutu, tu peux arrêter, rentre chez toi, ton truc il est baisé. Mais une fois que tu as recruté les bonnes personnes, laisse-les faire. Par contre, donne-leur la direction, donne-leur la guideline pour que tout le monde se sente en confiance. Écoute, c'est ça que j'attends de toi. Et comme ça, une personne sait que tu es à 300% dans une direction sans se dire, être retenu par attends, est-ce que c'est ça, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je vais dans la bonne direction, etc. Et quand tu pousses des gens à être absolument libres, mais dans une direction qui est très claire, c'est là où tu arrives à prendre le meilleur des gens. Alors, les gros défis de Lime, c'est qu'on est devenu une véritable révolution en très peu de temps. À Paris seulement, comme je t'ai dit, on a fait 3 millions d'utilisations en 6 mois, qui fait qu'on fait partie de la vie quotidienne de beaucoup de personnes, non seulement nos centaines de milliers d'utilisateurs, j'espère certains, des gens à la Sorbonne, mais aussi des gens qui ne sont pas nos utilisateurs. Tous les gens qui tous les jours passent à côté de notre trottinette mais ne sont pas nos utilisateurs. Et en général, quand il y a quelque chose de gros qui arrive mais que les gens ne comprennent pas, tu peux avoir un sentiment de crainte et puis de rejet. Et nous, notre risque, ce serait que les gens nous rejettent Lime en disant c'est dangereux. Je vois des gars mineurs qui vont à 25 km/h sur les trottoirs en frôlant la poussette de ma fille. C'est normal, c'est un père ou une mère se sent envie de protéger son gosse, c'est plus important que cette trottinette. Et cette personne a raison, mais aussi sur l'espace, donc c'est sur la sécurité, sur l'usage de l'espace public. Donc nous, on ne veut pas du tout essayer d'amenuiser ces problématiques, au contraire, on a fait le choix d'y faire face et d'y apporter des solutions très concrètes, notamment sur la sécurité. Pour nous, il est interdit de rouler sur les trottoirs. On travaille avec la mairie de Paris, qui aussi veut l'interdire, mais aussi au niveau national. Tout à l'heure, je vais à l'Assemblée nationale, et on est souvent aussi au Sénat, on est souvent dans les ministères, pour pouvoir discuter en fait, de comment on fait en sorte que ce système de free floating, des trottinettes, mais aussi les vélos, les scooters, puisse vivre en harmonie avec l'ensemble des utilisateurs. Et donc pour ça, on travaille beaucoup de manière concrète. On a aussi organisé des distributions de casques. On a distribué 2000 casques gratuitement à des utilisateurs à qui on demandait simplement de signer une charte. Je
roule pas sur les trottoirs, je respecte le code de la route, je suis pas allé sur une trottinette, je suis majeur quand j'utilise une trottinette, etc. Et après, sur la gestion de l'espace public, on a créé une équipe qu'on appelle la patrouille urbaine, qui tous les jours va, de manière réactive et proactive, déplacer les trottinettes qui pourraient être mal garées. Et on veut toujours en permanence améliorer notre système pour que non seulement nos utilisateurs aiment notre service, mais ce qui est encore la majorité des gens, malheureusement, les gens qui ne sont pas nos utilisateurs puissent vivre en harmonie avec notre service. En fait, je pense que la raison pour laquelle on n'a pas eu besoin de dépenser beaucoup d'argent en marketing, c'est parce que notre produit plaît énormément. Toutes les sociétés du monde aimeraient pouvoir réduire leurs dépenses marketing, mais nous, étant donné que le produit plaît, en ce moment, il répond à une véritable problématique. Et en plus, chacune des trottinettes, c'est un panneau dans la rue, et on en a des milliers. Tu vois, si Apple voulait avoir des milliers de pubs dans Paris, ça leur coûterait des centaines de milliers d'euros de marketing par mois. Et nous, on n'a pas besoin de faire parce qu'on produit notre propre pub. Donc je pense que c'est ce mélange de product market fit et du produit en lui-même qui fait sa propre promotion, qui fait qu'on n'est pas obligé de le faire. Les trottinettes aujourd'hui ont une dégradation beaucoup plus faible que les vélos free floating et notamment ceux de e-bike. C'est déjà parce qu'on a travaillé sur le produit en lui-même. On est une équipe de plus de 100 personnes en Chine dont le seul travail est de travailler sur l'amélioration des trottinettes. À Paris, on a déjà la 5e génération de trottinettes en seulement 6 mois. On a bientôt une nouvelle qui arrive et on est les seules sociétés qui produisent sa propre trottinette de A à Z. Ce qui fait qu'on a un produit qui est fait pour un usage urbain intensif. La deuxième raison, c'est que tous les soirs, on doit récupérer les trottinettes pour les recharger. Et ça nous permet de combattre les deux principaux problèmes du floating, qui sont le vol et dégradation et le parking. Tous les soirs, les trottinettes, elles sont soit chez nous, soit chez nos partenaires, qui fait qu'elles sont à l'abri de la dégradation qui arrive en énorme majorité la nuit, parce que les gens sont protégés par la nuit, parce qu'ils sont un peu bourrés ou un peu cons. Et tous les matins, on va les redéposer à des endroits qui sont choisis pour rencontrer la demande et pas gêner la circulation des autres usagers de la route. Ce qui fait qu'on règle le deuxième problème du free floating, qui est le parking. Et en fait, comment on peut gagner cette compétition? En fait, c'est tout simplement l'utilisateur qui va choisir. C'est malheureusement pas moi qui vais choisir, c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur, il va simplement choisir une trottinette, non pas sur sa couleur ou sur le marketing le plus sympa, il va choisir le service, la société qui lui offre le meilleur service. Le meilleur service, c'est très simple. Je joue ma trottinette, est-ce que j'ai mon application, est-ce que j'ai une trottinette fonctionnelle pour moi? Et donc, c'est ta capacité à investir pour acheter les trottinettes, mais aussi à gérer tes opérations. Parce que pouvoir gérer une centaine de trottinettes par jour, c'est très facile. Tu as un camion, tu vas les chercher, tu les recharges, tu as un mec qui fait la réparation. Quand tu en as des milliers, c'est extrêmement complexe de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est les seuls dans le monde à pouvoir gérer une flotte aussi grande que celle qu'on n'a pas. Et je pense qu'on a 80 à 90% du marché. Et c'est parce que non seulement on a été capable d'investir, mais aussi parce qu'on est capable de gérer cette flotte. Et on a non seulement investir pour acheter les trottinettes, qui coûtent très cher, mais aussi pour les gérer. On a un entrepôt de plus de 1000 m², on a 150 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pour gérer cette flotte, rien qu'à Paris. En fait, comme je dis, Lime n'est pas une société de trottinette. Lime est une société de transport. On a déjà 4 produits différents, vélo électrique, voiture et trottinette. Aujourd'hui, on n'a que les trottinettes parce que c'est simplement ce qui fonctionne le plus. Là, aujourd'hui, c'est le produit le plus demandé par les utilisateurs. Mais en permanence, on recherche le prochain produit qui permettra aux Parisiens et aux Parisiennes de mieux se déplacer en ligne. Je lis pas mal de bouquins, donc soit sur le bouquin de management, soit des bouquins un peu notamment en ce moment pas mal sur le bonheur, parce que je trouve ça hyper important. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle je travaille dans une startup qui me plaît, parce que ça contribue à mon bonheur. Et c'est vrai que ces lectures sont hyper importantes pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont fait beaucoup de travail et qui te permettent de gagner du temps en fait sur la réflexion. Vu que je suis encore très jeune, avec des responsabilités assez importantes, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et je lis beaucoup de ces bouquins. Il y en a un que j'aime beaucoup, je l'ai offert à ma mère quand Gobi a fait faillite en disant « Oh, je suis pas bien », et qui s'appelle Du bonheur de Richard Lenoir.
qui parle en fait du bonheur en ne livrant pas une nouvelle recette du bonheur parce que ça existe plein, en partant du principe que le bonheur est le centre de réflexion philosophique depuis la nuit des temps, et il te donne simplement en quelques pages ce que disaient Socrate, Platon, Rimbaud, etc. Il y a vraiment des choses hyper importantes. Et tu lis un peu les trucs qui touchent pas du tout, tu te dis putain, toi t'as vraiment ton bonheur c'est de la merde, mais par contre ça c'est cool. Et les choses qui sont assez importantes pour moi, il y a le bouquin qui s'appelle Let My People Go Surfing, qui est de Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia, qui est le mec qui a créé une boîte absolument géniale, en restant très proche de ses valeurs, de manière incroyable, et qui est absolument génial. Et le troisième, que en ce moment j'essaie d'appliquer, qui s'appelle le Miracle Morning, qui part du principe, je sais que c'est un peu facile comme bouquin, mais qui est très ricain aussi la manière dont c'est écrit, et qui part du principe que tu as peu de temps dans la journée pour toi, et que par contre c'est hyper important de prendre des moments juste pour toi, de manière très égoïste, et de savoir ce qui est important pour toi. Et la seule manière de pouvoir le caler dans ta journée, c'est le matin, parce que la journée tu travailles, la soirée tu es rapidement pris par un verre avec tes potes, par un dîner, et donc tu vas pas faire du sport après ton apéro. Donc te lever un peu plus tôt le matin, donc pas forcément à 3h du mat, mais toi tu peux faire une demi-heure plus tôt pour lire, pour faire un peu de sport, pour faire un vrai petit-déj. Et j'ai remarqué que quand j'arrive à le faire, alors pas tout le temps, quand j'arrive à me lever à 6h30, j'arrive à me donner 1h30 pour moi, pour lire, faire du sport, faire un vrai petit-déj, et j'arrive au boulot à 9h, mais je suis taqué. Alors que quand c'est juste une douche, un croissant sur la route, mais alors j'arrive peut-être là, et j'essaie de le faire plus en plus. Positive, parce qu'on est profondément une société qui veut être positive, et on essaie de le prouver avec des actions concrètes. Aussi leader, parce qu'on est le leader aujourd'hui et on veut le rester, c'est notre ambition. On ne veut pas être numéro 2, on veut rester leader. Et le dernier, je dirais partenariat, parce que la seule manière dont on peut vivre, Lime peut vivre dans une ville, c'est en partenariat non seulement avec les autorités locales, nationales, mais aussi avec l'ensemble des personnes. Toi, par exemple, on est en train de faire des partenariats avec des hôtels, on est en train de faire des partenariats avec des chaînes de supermarchés, on est en train de faire des milliers de partenariats, et c'est cet ensemble en fait de partenariats qui va faire partie de la vie quotidienne des Parisiens en harmonie. Revenant sur le bouquin, sur le bonheur, moi ce qui me touche, c'est que, je ne sais plus qui dit ça, il faut le trouver. Le plus important, c'est de trouver ce qui te rend toi heureux, et ce qui n'est pas forcément ce que la société te dit heureux, genre avoir une grosse bagnole, une grosse baraque, etc. Mais toi, ce qui vraiment te rend heureux, ce qui te rend malheureux, et après avoir la force de caractère de maximiser le premier et minimiser le deuxième. Et donc, une fois que tu as trouvé ça, et ça demande un travail genre énorme, que je pense que peu de personnes font de leur vie et que moi je suis encore en train d'essayer de faire. Et une fois que tu as trouvé ça, fais le maximum pour maximiser ton bonheur le plus vite possible. C'est pas forcément de travailler dans une start-up. Je connais des gens brillantissimes, très heureux, mais qui se feraient chier dans une start-up. Et une fois que tu as trouvé ce qui te plaît, ne laisse rien aller à l'encontre de ça. Aujourd'hui, mes objectifs perso sont très liés à ce Lime parce que c'est un boulot très intense. On veut être présent dans les plus grandes villes françaises, on veut être le leader incontesté dans les plus grandes villes françaises, et on veut faire ça de manière positive et en harmonie avec l'ensemble des personnes qui vivent dans ces villes. Et ça c'est pour Lime en France, au niveau global, tu fais ça à l'échelle du monde, alors, partout, leader incontesté. Donc c'est faire grandir l'équipe, c'est des choses. Et au niveau perso, c'est commencer à m'entraîner pour mon demi-semi-Ironman qui est là dans 3 mois. Et là, je suis très mal en ce moment pour entraîner.